Cet épisode a été sponsorisé par CyberGhost VPN, le VPN qui ne collecte pas et qui ne partage pas vos données. On en reparle en fin de vidéo. Bonjour, est-ce que vous avez déjà eu envie de maltraiter des enfants pour la science? Non? Eh ben, on peut pas dire que tout le monde ait eu cette morale dans l'histoire. Dans le Moyen-Âge du XIIIe siècle, Frédéric II de Hohenstaufen a été roi de Sicile, roi des Romains, roi consort de Jérusalem et empereur du Saint-Empire romain germanique. Rien que ça. À sa cour, il a rassemblé un grand nombre de savants tels que le célèbre mathématicien Leonardo Fibonacci, parce que Frédéric II, il était extrêmement curieux et avide de connaissances. Un peu trop, d'après certains de ses contemporains. Il a même été excommunié par le pape 2 fois. Un jour, il se serait posé la question suivante. Quelle était la première langue parlée de l'histoire? Et du coup, il aurait voulu y répondre en faisant une expérience horrible sur des enfants. L'idée était la suivante. Élever des nouveau-nés dans un endroit confiné où personne ne devait leur adresser la parole, justement pour voir quelle langue les enfants développeraient naturellement. Cette langue, selon Frédéric II, ce serait par conséquent la langue de Dieu. Aujourd'hui, on va donc parler d'expériences scientifiques très discutables d'un point de vue éthique, et surtout de comment on sait aujourd'hui répondre à cette question qui a hanté une énorme partie de l'histoire. Frédéric II, de son vrai nom Frédéric Roger, Frédéric Roger, est une figure hyper controversée et il n'est pas facile d'y voir clair tant les sources se contredisent. Il semblerait toutefois que les principaux adversaires et détracteurs de Frédéric II soient pour la plupart italiens, comme le pape Grégoire IX qui voit en lui un monstre furieux et blasphématoire sorti de la mer. Ou encore un de ses successeurs, le pape Innocent IV, qui salua la mort de Frédéric II comme le retour du vent printanier après l'effroyable tempête. Ça vous donne un petit peu l'ambiance. Et alors, cette liste non exhaustive d'attaques envers Frédéric II, elle avait pour but de le destituer, sinon de le discréditer aux yeux du monde. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un peu de la propagande à la médiévale. En fait, il semblerait que Frédéric II dérangeait pour au moins 2 raisons. Tout d'abord, son projet politique. C'est la raison principale. Il voulait devenir, à l'image de Charlemagne par exemple, une sorte d'empereur universel guidant les peuples chrétiens. Ce qui déplaisait fortement à quelques papes avec qui il entrait donc en concurrence. La deuxième chose qui dérange un petit peu, c'est sa libre pensée. Ses opposants, ils l'accusaient parfois d'hérésie et de ne pas croire en Dieu. Par exemple, le chroniqueur moine franciscain Salim Ben des Hadans, qui était un grand détracteur de Frédéric II, il l'aimait pas, il déclare que l'empereur n'avait aucune foi en Dieu et prête à sa cour des pratiques divinatoires et magico-superstitieuses, parfois proches de la sorcellerie. Et c'est justement ce même chroniqueur qui dénonce par la suite l'expérience de Frédéric II sur des enfants pour connaître la langue originelle. Pourtant, Frédéric II n'est pas le seul à s'être posé cette question. Un rapport d'une telle expérience sur des enfants avait déjà été rapporté dans la Grèce antique du 5e siècle avant notre ère, par Hérodote, qui était considéré comme le père de l'histoire. Hérodote rapporte en effet une tentative similaire menée par Psamétique Ier, un pharaon ayant régné 2 siècles avant Hérodote. Il aurait confié 2 enfants à un berger en lui demandant de prendre soin d'eux, mais sans leur adresser la parole. En gros, il les aurait enfermés dans une cabane interdite d'accès à quiconque et il les aurait nourris avec du lait de chèvre. Alors, quand je dis « il », en vérité, c'est les enfants qui allaient directement téter le lait de la chèvre. Pour limiter les contacts avec d'autres êtres humains. Chose étrange et normalement impossible, d'après Hérodote, l'expérience aurait réussi. Au bout de 2 ans, les 2 enfants se seraient mis à parler phrygien en demandant du pain, béko. Bien que le récit d'Hérodote s'apparente davantage à un mythe qu'à un fait, il est un des premiers textes à alimenter un débat sur la langue originelle déjà présent dans l'Antiquité. Mais il faut attendre le Moyen-Âge dans les communautés juives, chrétiennes et musulmanes pour que les gens se prennent le plus le chou avec cette histoire.
En gros, deux grandes théories se posent alors. Le langage est-il un don de Dieu, ou plutôt le résultat de conventions culturelles partagées? Dans le haut Moyen-Âge, les différents penseurs, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, ils cherchent des indices dans les textes canons de leur religion, la Torah, la Bible et le Coran. Les théologiens s'affrontent à grands coups de textes sacrés pour affirmer la supériorité de la langue hébraïque d'un côté et araméenne de l'autre. Cependant, ils s'accordent tous pour que la langue originelle elle soit d'origine sémite, donc d'Asie occidentale. C'est surtout à partir du milieu du XIIe siècle que le débat sur la langue originelle il s'enflamme et il prend une dimension un petit peu plus scientifique. Alors, scientifique à la médiévale. Dans la conception médiévale, les textes sacrés ils servent toujours de référent qu'il faut interpréter. On pourrait parler presque d'une science du divin. Malgré tout, certains penseurs juifs commencent à confronter les preuves de l'identité de la langue originelle mentionnée dans les textes sacrés. L'idée à cette époque-là, c'est que la vérité se trouve toujours dans les textes sacrés, mais qu'il faut l'interpréter correctement. Ok, avec tous ces éléments, on va pouvoir revenir à l'expérience de Frédéric II. L'histoire raconte que le roi aurait donc fait élever des nouveau-nés dans un endroit confiné où personne ne devait leur adresser la parole, tout comme l'expérience du berger. La conclusion de l'expérience de Frédéric II serait pourtant très éloignée de celle racontée par Hérodote. En effet, les enfants seraient tous morts au bout de quelques années de vie seulement, sans jamais avoir prononcé un seul mot. Nos questions persistent donc. Est-ce qu'il est possible d'apprendre à parler si on n'a jamais été exposé à aucune forme de langage dans l'enfance? Et deuxième chose, existe-t-il une sorte de langue originelle que parleraient spontanément des enfants privés de contact humain? Ces questions, comme on l'a vu, elles ont beaucoup hanté les penseurs du passé. Mais pas que! Elles ont également intéressé des scientifiques plus modernes qui ont eux aussi mené leurs enquêtes et leurs petites expériences. Bon alors cependant quand je dis expérience, on est quand même assez loin du cas de Frédéric II. Pour les raisons éthiques qu'on vient d'aborder, il est aujourd'hui impossible de mener des essais contemporains contrôlés sur cette thématique. En revanche, quelques cas ont été historiquement et scientifiquement documentés en psycho et sociolinguistique, notamment les cas des enfants dits sauvages, c'est-à-dire les enfants qui ont grandi de façon complètement isolée de culture humaine. Je vais donc brièvement vous en parler, même si c'est pas le sujet de l'épisode, c'est juste histoire de pas vous laisser sur votre faim avec cette question. Le cas Victor de l'Aveyron. Il s'agit du premier cas d'enfant sauvage scientifiquement documenté au moyen d'une sorte de journal de bord du docteur Itard, à qui l'enfant de 10 ans a été confié peu après sa découverte en 1797 dans une forêt de l'Aveyron. Dans son rapport, le docteur Itard détaille ses tentatives d'éduquer le jeune garçon en vue d'une réinsertion éventuelle dans la société de l'époque. Il lui donne le nom de Victor, car l'enfant il semble particulièrement réactif à la voyelle O. Par exemple, il y a une habitante de la maisonnée qui s'exclame assez souvent « Oh !» et le garçon, à chaque fois, il tourne systématiquement la tête vers la provenance du son. C'est bien, Victor. Tu t'appelleras Victor. Au grand désarroi du docteur Itard, Victor ne parvint jamais à réellement parler. Seuls quelques petits mots parviennent à être acquis, dont certains étonnamment complexes à articuler pour les enfants neurotypiques, comme par exemple le mot « lait ». Je sais, on ne dirait pas comme ça, mais dire « lait », c'est très compliqué. « Lait ». Cependant, d'autres études un petit peu plus tardives interprètent les récits du docteur Itard avec précaution. Par exemple, le fait que le gamin y soit muet, ça pourrait s'expliquer par des facteurs autres que sa vie sauvage. Vie sauvage qui est d'ailleurs elle-même remise en question. Comme par exemple sa longue cicatrice au larynx réalisée par un objet tranchant, ou encore le fait que, à en juger par ses comportements, il serait peut-être tout simplement autiste. Le cas Jenny. Jenny, pseudonyme préservant l'anonymat de la jeune fille mineure à l'époque, est découverte en 1970 par les services sociaux californiens. Elle a souffert de maltraitance extrême de la part de ses parents, qui l'ont séquestrée depuis ses 20 mois jusqu'à sa découverte à l'âge de 13 ans.
Selon les divers rapports de Susan Curtis, qui était la psycholinguiste en charge de l'équipe scientifique qui étudiait Jenny, l'enfant n'a bénéficié que de très peu d'interactions avec ses parents. Son père, il lui grognait dessus comme un chien et ou il la battait lorsqu'elle émettait le moindre bruit. Elle était occasionnellement nourrie de force, juste assez pour la maintenir en vie, et Jenny était ligotée, soit sur un pot d'enfant, soit dans une cage entourée de fils barbelés. C'était une sorte de berceau qu'ils avaient bricolé avec un couvercle. Et donc elle était souvent laissée ainsi des jours durant. L'enfant, elle a pu in fine acquérir qu'un répertoire très restreint de vocabulaire, dont elle plaçait les termes au besoin les uns à la suite des autres dans le but de se faire comprendre, mais sans réellement aucune syntaxe. C'était pas construit avec sujet, verbe, objet. Du coup, malgré les tentatives poussées de réhabilitation sociale et langagière, aucun des deux enfants n'a jamais pu recouvrer un niveau de compétence similaire à des individus de leur âge. Alors tout au plus, ils ont réussi à développer certaines compétences verbales, mais toujours très limitées. C'est-à-dire un lexique peu fourni et une syntaxe minimaliste, voire inexistante, qui était adaptée à leur environnement. En revanche, Victor et Jenny sont tous les deux dépeints comme des communicateurs paraverbaux hors pair. C'est-à-dire, ils avaient, semblerait-il, aucune difficulté majeure à se faire comprendre sans aucune vocalisation lorsqu'il s'agissait de satisfaire leurs besoins ou leurs envies primaires. Donc se nourrir, aller faire une balade, jouer, les laisser tranquilles, etc. Les études s'accordent à dire qu'un enfant qui grandit privé d'environnement socio-langagier, il est en mesure d'acquérir certaines compétences communicationnelles basiques. Mais en revanche, le domaine du verbal semble constituer une cause perdue passé le stade de la préadolescence. Mais alors, est-ce qu'il existe une capacité de langage universelle ? On en arrive au fameux débat inné versus acquis. La capacité de langage fait-elle partie intégrante de nos instincts primaires ou est-ce qu'elle est plutôt le fruit d'un apprentissage communautaire ? Eh bien bonjour et bienvenue dans le merveilleux débat où se déchirent les grandes écoles de pensée moderne. Prenez un siège, mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous. D'un côté, on retrouve les nativistes courants, largement dominants dans le monde, et fondés par Noam Chomsky. Ils considèrent qu'il existe une sorte de grammaire universelle en chacun de nous, et le social n'apporterait finalement que des éléments déclencheurs qui viendraient, en quelque sorte, activer les leviers de notre cerveau pour débloquer l'acquisition de choses et d'autres liées au langage. Pour eux, l'environnement et la culture sont donc secondaires et pas vraiment pertinents dans leurs recherches, qui se concentrent plutôt sur le fondamental, davantage que sur le circonstanciel. D'un autre côté, on a un éventail conséquent d'autres théories qui mitigent, voire réfutent l'hypothèse chomskyenne. Quel enfer ce mot, quel enfer! C'est-à-dire l'hypothèse qu'on aurait une sorte d'appareil linguistique génétique. Selon eux, il est impossible d'étudier l'acquisition langagière sans prendre en compte l'expérience d'un individu. En gros, on apprend à parler au moins en grande partie grâce à des processus de socialisation langagière auprès de notre entourage. Évidemment, on ne sait pas, et on ne saura probablement jamais, qui a raison et qui a tort. Comme dans tout débat théorique, il s'agit d'une question d'angle d'attaque et de questions fondamentales en sciences humaines. Il s'agit plus probablement de quelque chose à mi-chemin entre les différentes interprétations. Concernant l'expérience de Frédéric II en elle-même, on ne peut pas être sûr à 100% de sa véracité historique. Si vous vous souvenez du début de l'épisode, c'est le fameux Salim Ben des Adam, donc le grand détracteur de Frédéric II, qui rapporte l'expérience. Et sauf que le souci, c'est qu'il n'a pas pu assister à la dite expérience, ce qui est assez louche. C'est aussi Salim Ben des Adam qui est le seul à rapporter l'expérience de Frédéric II, ce qui est encore plus louche. On peut sérieusement douter de la réalité ou non de cet événement. Peut-être que c'était simplement une sorte de rumeur, un ragot, voire une invention totale pour diaboliser davantage le roi. Et cette dernière possibilité, elle est pas du tout exclue, parce que à ce moment-là, Salim Ben des Adam, il était joachimite. Alors, pour la faire simple, le joachimisme, c'était un courant de pensée apparu chez une partie des moines franciscains au XIIe siècle, qui prévoyait la fin des temps aux alentours de 1260.
Et parmi ces franciscains, le chroniqueur Salim Ben Dehadan y voyait en Frédéric II l'antéchrist, l'annonciateur de la fin des temps, rien que ça. Sauf que, pas de bol, Frédéric II, il va mourir en 1250, soit 10 ans avant la théorie de Salim Ben Dehadan. Dans ses chroniques, en 1280, Salim Ben décrit d'ailleurs son étonnement et revient sur ces événements. Il dit « Oups, je me suis trompé, hihi, cher !» Et non, je rigole. Je fus horrifiée lorsque j'appris sa mort et pus à peine y croire. J'étais en effet joachimite et je croyais, j'attendais, j'espérais que Frédéric provoquerait encore des maux plus grands que ceux qu'il avait causés. L'expérience a donc très bien pu ne pas exister. Cependant, tout le débat autour de la sainte langue, il est quant à lui bel et bien une réalité et nous permet de nous plonger dans la tête des penseurs du Moyen-Âge qui développaient une sorte de science du divin, mais aussi des chercheurs plus modernes qui ont tenté de détricoter tout ça. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est un débat super intéressant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Avant de vous quitter, je souhaitais remercier chaleureusement le sponsor de cet épisode, à savoir CyberGhost VPN. Alors à ce stade, j'imagine que vous devez certainement déjà savoir ce qu'est un VPN. Pour la faire plus simplement et rapidement, lorsque vous vous retrouvez dans votre café préféré, dans une gare, un aéroport, ou lorsque vous faites le guet devant l'appartement de votre ex pour la croiser et lui demander de vous récupérer, elle ne veut plus de vous, elle ne veut plus de toi Jérémy, il faut abandonner. Vous utilisez en général un Wi-Fi public. Sauf que ce genre de Wi-Fi, ils sont pas franchement sécurisés. Et c'est là où un VPN vous permet justement de protéger vos infos perso. Votre adresse IP, elle est cachée et vos données, elles sont cryptées. Malin! Donc c'est très pratique, surtout en ce moment avec le télétravail. Le logiciel, il est super facile d'utilisation, même pour les débutants comme moi. Et un des très gros avantages de ce VPN en particulier, c'est qu'ils ont une démarche de transparence. Donc ils ne collectent et ils ne partagent pas vos données. C'est d'ailleurs aussi ce qui en fait le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité, avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps et il est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Windows, iOS, Android, iPhone, etc. Surtout, le groupe est expert du déblocage de contenu géorestreint. Il s'occupe de tout, des sites web, des vidéos YouTube ou des catalogues de plus de 38 services de diffusion en streaming. Donc ça inclut Netflix, Hulu, Disney+, et bien d'autres. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas. En utilisant le lien dispo juste en dessous en barre d'infos, vous aurez 84% en moins avec CyberGhost VPN. Donc ça revient à 1,95€ par mois et 4 mois gratuits. En plus, ils ont une garantie 45 jours satisfait ou remboursé et un support disponible 24h/24, 7 jours sur 7. Donc n'hésitez pas à aller checker les liens en description. Voilà, poutou!